Ici Florence K. Vous me connaissez surtout pour ma musique, mais là, je veux vous parler de santé mentale. D'ailleurs, le titre de la série, Une personne sur 5, fait référence à la proportion de Québécois qui seront affectés par un trouble mental au cours de leur vie. Je viens d'avoir une discussion avec Luc Vigneault, qui vit avec la schizophrénie depuis plusieurs années, et la travailleuse sociale Caroline Lafont pour parler des troubles psychotiques. J'ai appris tellement de choses, vous allez voir, c'est vraiment inspirant. Je voulais absolument partager ça avec vous. Bonne écoute! Bienvenue à Une personne sur 5. Comme doctorante en psychologie, parce que oui, les psychologues ont un doctorat, même si ce n'est pas des médecins comme les psychiatres. Pour moi, c'est super important de défaire les idées reçues à propos de la santé mentale. On sait qu'il y en a beaucoup d'ailleurs d'idées reçues. Puis je pense que c'est la même chose pour mes invités. Luc Vigneault et Caroline Lafont, bonjour. Merci d'être ici. Merci beaucoup. Le plaisir est pour nous. Merci de l'invitation, vraiment un plaisir. Puis vous avez accepté cette invitation pour qu'on parle ensemble des troubles psychotiques. Déjà, quand on pense aux troubles psychotiques, c'est comme si la première chose qui nous vient en tête, c'est la schizophrénie. Puis au Canada, la schizophrénie, elle touche 1% de la population. Au Québec, ça représente environ 85 000 personnes. C'est beaucoup de monde. C'est beaucoup de monde. Puis je rajouterais que dans les centres-villes, c'est plus haut encore. Hein? Le taux, il monte même jusqu'à 3%. Donc, c'est une proportion vraiment de gens qui vivent avec les troubles psychotiques. Quand on rajoute les familles, les proches à ça, ça fait encore un plus grand nombre de personnes qui sont touchées par la schizophrénie. Oui. Effectivement. Puis toi, Luc, ça fait 46 ans que tu vis avec la schizophrénie. Oui, c'est mon compagnon de vie. Hey, c'est quand même une belle image, hein, parce que c'est apprendre à vivre avec. Oui, apprendre à vivre avec. J'ai compris que je peux pas m'en débarrasser, entre guillemets, là, mais j'en ai fait un compagnon de vie. Tu as écrit des livres là-dessus, tu donnes des conférences, tu as utilisé ton expérience, ton histoire, justement, pour être également expert conseil à l'Ordre des pharmaciens. Et, attention, tu as reçu cette année un doctorat honoris causa en pharmacie de l'Université Laval. Oui. Je pense qu'on peut dire que tu connais ça, hein? Oui, je pense que oui. Puis pour le doctorat, je flotte encore. Hein, je suis vraiment encore sur un nuage parce que, la psychose, la schizophrénie, au début, puis quand les gens connaissent moins ça amène du rejet. Hein. On a peur, on s'éloigne un peu. Puis de voir que la communauté scientifique a unanimement, hein, parce que c'est un long processus, dit oui, cette personne-là mérite qu'on reconnaisse. On appelle ça savoir expérientiel, hein, parce que moi, j'ai un secondaire 5, puis j'ai pas pu finir mes études à cause de la maladie mentale, fait que j'ai pas pu y retourner après. Mais, la science puis le vécu des gens, ça fait une force extraordinaire qui est maintenant enseignée là, dans plusieurs universités, dont en psychologie aussi, dans lequel tu étudies. Donc, vraiment, je suis très honoré. Ça fait 46 ans que tu vis avec la schizophrénie. Peux-tu nous dire comment tes premiers symptômes se sont manifestés? Écoute, c'était en 1976, j'avais 16 ans. Les Olympiques, puis j'habitais dans l'est de Montréal, donc il y avait beaucoup de convois de dignitaires puis de police, m'en souviens. Puis à un moment donné, j'ai halluciné un convoi d'Hells Angels. J'ai vu la chienne, t'as pas idée comment je suis rentré chez nous. Je me suis enfermé dans ma chambre, puis c'était épouvantable. Là. C'est comme ça que ça a débuté. Je savais pas du tout ce qui m'arrivait, imagine. Les premiers épisodes psychotiques, ils peuvent parfois se produire pendant ou à la suite d'une intoxication. Et on entend souvent ça, je pense. Mais toi, Luc, tu les as vécus à jeun? À jeun, oui, pas de drogue, pas d'alcool. Ça m'est arrivé comme ça, là. Puis j'ai commencé à être un enfant un peu turbulent, je dirais, un adolescent turbulent, l'angoisse, le retrait, hein, tu sais.
Parce que la schizophrénie, là, on a terriblement peur des gens. Hein? Les gens ont peur de nous, mais nous, on a encore plus peur du monde. Donc, on ne sait pas trop, on se renferme, puis là, l'angoisse arrive, puis à un moment donné, les voix arrivent. T'sais, on voit des monstres, on est poursuivi par les Hells Angels, pour les nommer, par exemple, puis on a peur. Mais toi, quand ça t'est arrivé, là, t'étais tout jeune. Oui, j'avais environ 16-17 ans, là. Puis moi, j'étais orphelin de père. Mon père, je l'ai perdu à 10 ans, puis ma mère a pris ça beaucoup. Je le dis en tout respect, elle s'est réfugiée dans l'alcool à un moment donné. Fait que, tu sais, j'étais un peu seul avec moi-même. L'idée de me retrouver à l'hôpital psychiatrique, c'était impensable parce que je suis tellement intelligent. C'est les fous qui sont là, tu sais. Je fais de l'ironie, bien sûr, mais quand je me suis retrouvé là, j'étais complètement dévasté de toutes les conneries que j'ai pu dire sur les gens qui ont des troubles. J'en ai dit des conneries. Je pense qu'on en a un peu tous dit, puis surtout là, à l'époque. Oui, à l'époque. Hein? Puis là, c'est nous qui sommes là. Ça veut dire, tout ce que j'ai dit, les gens vont le dire de moi. Il y a quelque chose que tu as mentionné. Je me suis dit, c'est pas possible que j'aille là. Je suis intelligent. Oui. Puis je pense que on mélange souvent ça dans le discours sur les troubles mentaux. Tout à fait. Que l'intelligence, si tu es intelligent, ben tu peux pas avoir un trouble mental. Moi, je te trouve très intelligent. Ben merci. Personnellement, là. Puis justement, en fait, ton intelligence à ce moment-là, intellectuelle, émotionnelle, te faisait dire que tu n'avais plus de sens avec ce qui se passait pour toi. Tu comprenais pas, puis tu cherchais à comprendre, j'imagine, qu'est-ce qui se passait. Merci, Caroline. Caroline Lafont, avec tes 30 ans d'expérience en tant que travailleuse sociale. Exactement. Puis, peut-être que je suis experte de certaines choses, mais quand j'entends Luc raconter son histoire, ben, je trouve tellement qu'il met les mots les plus pertinents pour nous expliquer qu'est-ce que c'est vraiment vivre avec un trouble psychotique. Effectivement. Puis toi, Luc, ta mère, il y avait cette situation-là, mais tu as une sœur aussi. Oui, qui est elle, c'est ma deuxième mère, je peux me permettre. Gisèle, qu'elle s'appelle. Elle a 10 ans plus vieille que moi. Et elle a comme pris le relais, hein, sachant que ma mère vivait des difficultés. Puis c'est elle qui m'a amené pour la première fois en psychiatrie. Ouais. Puis tu sais, elle n'a pas parlé de maladie, de troubles psychotiques. T'sais, elle a parlé avec son cœur. En disant, je vois que tu souffres, puis moi aussi, ça me fait souffrir. Veux-tu venir avec moi? On va aller à l'hôpital, puis je m'engage à toujours être présente. Parce que moi, j'ai la schizophrénie paranoïde, donc je paranoïe facilement. Ouais. Donc, j'ai accepté de la suite, puis elle a tenu promesse. Hein. C'était ton allié. C'est mon allié, puis encore aujourd'hui. Là. Oui, mais ça, Caroline, pour les proches, il y a beaucoup... Les proches veulent être là, mais des fois, ça a des impacts sur eux. Sont pas, toi, de ton expérience, comment est-ce que tu vois la place des proches qui doivent vivre ça tout aussi en maintenant leur propre santé mentale? Oui, puis leur propre... Tu sais, je dirais que dans un premier temps, souvent, avec ce type de symptômes-là, quand tu as quelqu'un que t'aimes qui dit voir des choses que toi, tu vois pas ou qui entend des choses que toi, tu vois pas, c'est l'incompréhension. C'est pour ça que c'est important de comprendre qu'est-ce que c'est la maladie, parce que ça aide à faire du sens. Puis si ton proche a peur de toi, tu sais, tu disais tantôt que des fois, tu pouvais être méfiant parce que tu interprétais les choses qui étaient peut-être pleines de bonnes intentions, mais qui n'étaient pas perçues. C'est cet enjeu, j'ai envie de dire plus globalement, de communication qui pose problème à un moment donné. C'est comme s'il y a une incompréhension, puis de repartir du début. Je suis là pour toi, je ne sais pas comment je vais faire pour t'aider exactement, mais je vais pouvoir t'aider, d'aller chercher évidemment du support. Puis c'est là l'importance, tu sais, puis Luc, tu pourras en témoigner, mais que la personne soit comprise dans sa globalité, que les proches soient aidés, que les proches apprennent aussi qu'est-ce que c'est la maladie. Quelqu'un qui vit avec un proche diabétique, c'est la même chose. C'est important qu'il connaisse c'est quoi les symptômes qu'il peut représenter. Si, par exemple, il est en hypoglycémie, pour être là, pour l'accompagner dans sa condition, j'ai envie de dire. Plus. C'est une condition, hein? C'est pas... C'est ça. Moi, je fais partie de ceux qui prônent qu'il faut inclure les proches. Hein? Ça, tu ne peux pas soigner quelqu'un sans communiquer avec ses proches. Pour moi, c'est impensable. Je vis avec ma femme. Ma femme
c'est important pour moi qu'elle connaisse la maladie, qu'elle connaisse les signes avant-coureurs, que la maladie va pas bien, qu'elle connaisse qui appeler. Parce que ma femme, là, c'est ma femme. Puis je veux pas qu'elle soit mon intervenante. Exactement. Puis je veux pas qu'elle soit mon chien de garde. Puis, mais par contre, elle est capable de lever des fly, hein, parce qu'elle connaît ça, puis elle est capable de dire bon, tu pourrais appeler ton ami père aidant ou tu pourrais aller voir ton médecin, parce que on appelle ça des plans de crise. Hein? C'est ça, des plans de crise. On se prépare, là, comme un plan de où elle est où la sortie de secours dans ce building-là, puis des exercices. Si le feu pogne, on fait quoi, là? Ouais. Fait qu'on a un plan de crise, donc on voit les symptômes avant-coureurs qui approchent, où on va, qui on appelle. Puis dans ça, c'est marqué qu'est-ce que moi je veux pas, là. Oui. Hein? Et ça, c'est important. Puis c'est ton plan de crise à toi, au-delà des symptômes mettons, parce que c'est vrai que c'est important de comprendre la maladie, de savoir ce que c'est, mais tes symptômes à toi, ils sont spécifiques. C'est dans ton histoire, ta personnalité qui est toi. Tout à fait. Fait que c'est vraiment, il faut que ce soit personnalisé avec la personne qui apprend à se connaître aussi, mais avec ses proches, pour que quand il arrive un problème, comme tu le dis, bien, on connaisse la sortie de secours, Florence, du bon building. Oui, c'est ça. Puis elle n'est pas dans tous les buildings, elle n'est pas au même endroit non plus. Exactement, oui. Mais pour revenir un peu à ta sœur, quand vous êtes allé voir le psychiatre, il a dit quelque chose d'assez bouleversant à ta sœur. Je t'ai déjà entendu dire ça, puis moi, ça m'avait renversé. Peux-tu nous en parler? À l'époque, tu sais, la psychiatrie avait une vision pessimiste des troubles mentaux à l'époque, puis après plusieurs rencontres, ils ont dit à ma sœur, textuellement, « Votre frère, il est fini. » Ça, j'étais là, tu sais, puis elle a été surprise. La vision qu'ils ont de nous, les proches, ben, le psychiatre, lui, il m'a vu seulement en crise. Il m'a jamais vu quand je suis bien. Il m'a jamais vu fonctionner. Fait que lui, sa vision, il est fini. C'est comme une photo qu'il a vue. C'est pas toi. C'est pas tes symptômes. Il a vu les symptômes. Il a vu juste les symptômes. En plus. Il a vu que tu hallucinais. Il a vu que tu entendais des choses. Puis là, ça l'a limité à ça. Heureusement qu'elle a dit non, je vais le prendre. Elle a dit ça, je vais le prendre, Luc. Elle m'a gardé quelque temps à la maison. Puis ça, j'en parle dans mon premier livre. À un moment donné, ça ne marchait plus là, parce que je foutais rien. Là, puis elle, fallait qu'elle prenne soin aussi de sa vie. C'est ça. Ben, elle m'a rendu le plus beau service de sa vie. Elle m'a mis dehors. Ça, c'est le plus beau geste d'amour qu'elle a. Parce qu'elle avait consulté justement des psychologues puis d'autres professionnels. Puis on dit, ben Luc, il est nourri, lavé, tu fais ses commissions, tu laves son linge. Pourquoi il ferait des efforts? C'est vrai, pourquoi je ferais des efforts? Je rajouterais, quand t'entends t'es fini, là, ben pourquoi je ferais des efforts? Oui. Il y a ça. Oui, la maladie t'amène dans un état léthargique, mais les paroles que tu entends absolument. Il y a une résignation, puis t'es comme, bon, c'est la fin, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire, fait que ce qu'on appelle l'autostigmatisation. Bref, finalement, je me suis en allé dans un 1,5 meublé. J'étais tellement heureux, là, tellement heureux. C'est vrai? J'étais chez moi. On appelle ça l'appropriation du pouvoir d'agir. Là, le pouvoir d'agir. Le pouvoir d'agir. J'étais chez moi. Puis il fallait que je me botte là derrière pour aller à l'épicerie, puis me faire à manger. Puis ça a été vraiment le début de ma nouvelle vie. Vraiment, quand elle a posé ce geste-là, puis elle était toujours pas loin. Puis j'ai envie d'ouvrir une petite parenthèse pour dire qu'il y a tellement de chemin qui a été fait dans les 30, 40, 50 dernières années. C'est parce que aussi, il y a eu beaucoup de choses qui se sont mises en place, tant au plan social, au plan psychologique, au plan biologique, de mieux comprendre la maladie, de cibler des molécules aussi qui vont mieux aider la personne. Il faut se rappeler qu'au début du siècle, les antipsychotiques, ça existait juste pas. Et on a cette association, là, encore probablement à cause de notre passé historique face à la santé mentale, cette espèce d'idée que la schizophrénie, c'est juste la psychiatrie, les psychiatres, médical, qu'il y a un aspect hyper médical qui peut faire en sorte qu'on va mieux.
C'est tellement plus ça maintenant. Non, on c'est est une loin de équipe. là. Ça prend des équipes avec l'expertise de chacun. Oui, ça prend l'aspect diagnostic, l'aspect psychopharmacologie aussi, qui est comme la chasse gardée du psychiatre, mais il va travailler en collaboration avec l'infirmière, avec la travailleuse sociale. Maintenant, on a des kinésithérapeutes qui vont être là pour aider à faire l'exercice, par exemple. Oui. Il va y avoir, ça prend une multitude des ergothérapeutes, puis des psychologues, tout le monde ensemble qui se mettent autour de la table avec la personne qui est atteinte, avec les proches, puis qui disent, OK, là, c'est quoi les symptômes actuellement? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça se passe le mieux possible? Puis je pense que c'est la bonne façon de faire ça comme ça, parce qu'une personne peut avoir besoin, à un moment donné, un peu plus d'une travailleuse sociale parce que c'est des enjeux familiaux avec le couple ou avec des enfants, peu importe, d'une infirmière s'il y a des enjeux plus au niveau des symptômes physiques, par exemple, mais c'est vraiment des équipes. Puis ça, je pense que c'est une grosse avancée qu'on a mis en place dans les dernières années. Dans mon temps, c'était prends ta pilule, puis pose pas de questions, puis c'est tout, là, tu sais. Alors aujourd'hui, avec les recherches scientifiques, on le sait, que juste prendre des pilules, c'est pas suffisant. Puis il faut que les gens aient un but dans la vie. Tu comprends? Moi, quand un moment donné, quand j'ai poigné une équipe qui me parlait de rétablissement, ils m'ont dit, Luc, ici, là, on ne soigne pas des symptômes, on ne soigne pas des malades mentales, non. Ici, on accompagne des gens dans leur projet de vie. Puis nous, on va s'assurer que s'il y a un symptôme qui gêne à obtenir ton projet de vie, ben on va le régler. Mais c'est fini l'époque où on disait, faut tout y enlever ces symptômes. Tu sais, parce qu'il y en a qui ont il y a des gens qui vont à l'université et qui entendent des voix, puis qui les contrôlent bien. Il y a des traitements maintenant qui ciblent ça. Il y a des groupes communautaires, ça s'appelle les entendeurs de voix. C'est réparti partout au Québec, financé par le ministère. Fait que donc, c'est gratuit, accessible. On peut apprendre à gérer, puis il y a des méthodes pour contrôler ces voix-là, même pour plus les entendre non pharmacologiques. Donc, quand tu n'es plus en crise, là, il faut diminuer la médication pour que la personne puisse avoir accès à ses sens, tu sais. Puis, tu sais, si on demande à un jeune qui a des symptômes psychotiques, c'est quoi ton projet de vie? Peut-être qu'il ne saura pas, mais des fois, c'est à plus court terme ou à plus moyen terme que les choses vont... Je veux aller à l'école, je vais finir mon secondaire 5, je vais avoir une blonde, je vais arrêter de consommer. Puis après ça, les choses se construisent tranquillement. Tu sais, tantôt, tu disais... J'imagine que le jour où le psychiatre t'a dit que ta vie était finie, qui aurait cru le parcours que tu as fait? Tu n'aurais pas cru ça, je suis certaine. Non. Mais ça s'est construit tranquillement. Ton projet de vie, il s'est bâti, puis tu as eu les appuis pour t'actualiser là-dedans. C'était ton rétablissement. Ton rétablissement, là, en gros, c'était autour du projet de vie. Comment ça s'est... C'était autour du projet de vie, puis j'étais entouré de gens qui croyaient en moi. Il y a quelqu'un qui croyait en moi au moment où moi, je n'y croyais plus. C'est le point tournant de ma vie. Mais quand on prend la personne dans son ensemble, puis pour faire un lien avec ce qu'on disait, quand ton compagnon, ça devient, t'apprends à gérer ça. Puis tu sais, quand tu danses avec un compagnon, des fois, ça va bien. Des fois, ça va un peu moins bien. Des fois, il marche ses pieds un peu. Mais des fois, on fait réajuste. On se réajuste, on va se tenir droit, puis on va... Puis on sent sur c'est quoi le symptôme actuellement qui pose le plus de problème. Ça évolue dans le temps. C'est peut-être qu'aujourd'hui, des fois, tu as des symptômes qui te dérangent, puis il faut les adresser, ces symptômes-là, pour que ton équilibre il soit le meilleur possible, là. Tout à fait. Puis je suis beaucoup impliqué dans les cliniques des premières psychoses pour les jeunes 18-24 ans. Puis un jeune qui nous arrive complètement psychotique, délirant, drogué jusqu'au trou de nez, tout le kit, après 12 à 18 mois, là, il est retourné à l'école ou sur le marché du travail, il est en appart, il fonctionne. Là. Ça, c'est la réalité aujourd'hui. C'est fini là, on intervient vite, rapidement. Puis j'ai envie de dire aux gens, t'as pas besoin d'être référé par un médecin, un psychologue pour les cliniques des premiers psychoses. Tu vas cogner à la porte, puis ils vont t'accueillir. C'est l'auto-référencement qu'on appelle. Donc, s'il y a un proche ou un jeune, allez-y, ils vont vous accueillir, ils vont vous donner un rendez-vous. N'attendez pas, parce que plus qu'on attend, plus c'est difficile après ça d'aider la personne. Mais tu sais, parlons-en des ressources aujourd'hui. Il y a le programme pour les premiers épisodes psychotiques. Il est offert partout dans le réseau de la santé et des services sociaux. Puis ça, c'est un bon exemple des ressources qui sont mises sur pied. Puis toi, Luc, qu'est-ce que tu dirais aux jeunes qui vivent
aux jeunes ou aux adultes, aux gens qui vivent un premier épisode psychotique? Ben moi, j'étais père aidant dans une clinique des premiers épisodes psychotiques à Québec parce que c'est important de rajouter qu'en plus des professionnels, il y a des pères aidants, puis hier, donc des gens, généralement jeunes, qui ont vécu ça puis qui sont rétablis. Donc, c'est plus facile de se confier à un père. Hein, et nous, ce qu'on permet, c'est d'ouvrir le cœur des jeunes. Puis après ça, on fait le pont vers les professionnels. Mais moi, je me souviens quand je rencontrais un jeune qui était pour la première fois là, je disais, tu sais, moi, j'ai déjà été assis à ta place. Hein. Moi, je suis une personne... qui a fait des psychoses, qui a la schizophrénie, etc. J'étais toxicomane, puis il te regarde. À un moment donné, ça les rassure. Ça les rassure de dire on peut s'en sortir. L'image que la société nous renvoie, que c'est difficile, mais là, il y a quelqu'un qui l'a vécu, puis des fois, je me disais, je suis peut-être vieux pour être dans une clinique de jeunes, c'est mon oncle. Mais il y a plusieurs jeunes qui me disaient, ça fait tellement du bien de voir un vieux, hein, il m'appelle le vieux. Ça veut dire que je peux vivre vieux, moi, avec ma maladie. Ah, mon Dieu, on est tellement loin de ce que tu as vécu. Oui, tu peux vivre vieux. Moi, je vis très vieux, puis je suis très bien. Puis on est loin de ce que tu as vécu à l'époque. Ah, puis heureusement, Dieu, oui. puis dans les intervenants de ces cliniques-là aussi, ils vont aller dans le milieu, rejoindre les jeunes où ils sont. Je me souviens d'une jeune que j'ai accompagnée quand je travaillais dans une école, puis je soupçonnais j'étais inquiète, je voyais qu'elle avait des choses où elle semblait perdre contact avec la réalité. Les intervenants, ils sont venus à l'école, la rencontrer dans son milieu, à elle. Elle n'a pas eu besoin de passer par-dessus toutes ses peurs puis de se rendre dans un institut universitaire. Ça aurait été toute une autre démarche. Ils sont venus dans son milieu. Mais ça fait une différence pour le reste. Tendre la main, oui exactement. C'est tellement facilitant. Puis c'est facilitant pour tout le monde. On se parle, on essaye de trouver pour cette personne-là, c'est quoi la meilleure stratégie? Comment est-ce qu'on fait pour trouver ces ressources-là? Ben, c'est simple, tu fais le 8-1-1, option 2, 8-1-1, option 2, 8-1-1. Fais une belle chanson, 8-1-1, option 2. Ça rentre dans la tête, fait comme ça, quand t'arrives des problèmes, ben, tu fais 8-1-1, option 2. Puis, en fait, c'est bon pour les personnes qui ont des symptômes puis qui sont inquiets, mais c'est bon pour les proches aussi. C'est tellement vrai, ça. Faut pas gêner, appeler, puis ils vont vous donner la bonne référence selon la région dans laquelle vous êtes au Québec aussi. Caroline Lafont, travailleuse sociale, moi, quand j'entends tout ce que je viens d'entendre, là, j'ai un espoir. On parle beaucoup de la prévalence des troubles mentaux en ce moment, mais on parle pas assez justement de tout ça. J'ai tellement appris aujourd'hui. Luc Vigneault, je ne saurais répéter assez à quel point ton parcours est inspirant. Et je pense qu'il y aura des suites à ça partout, pas seulement auprès des jeunes, mais auprès du système de santé comme déjà tu le fais. Oui, merci, puis, Luc. Ça me fait plaisir. Puis comme je dis souvent, j'ai défoncé des portes. Maintenant, il vous suffit de rentrer. Plus besoin de... Merci, Florence, aussi. Merci, Florence, ce que tu fais vraiment, ça fait un plaisir. J'ai tellement appris. Pour vrai? Ouais. Tellement. Oui. Merci. Super. Ben oui. Si vous voulez retrouver les ressources dont on a parlé dans l'épisode ou si vous avez besoin d'autres ressources, rendez-vous dans la section « À propos » du balado.